de la revue génétique épidémiologique, et il insiste sur le fait que cette discipline est à l'interaction entre la génétique et l'épidémiologie. Autrement dit, il s'agit d'utiliser les méthodes de la génétique et celles de l'épidémiologie pour essayer de décrypter les mécanismes biologiques qui sous-tendent les maladies complexes. Alors, il n'est pas envisageable, contrairement à de nombreux facteurs de risque épidémiologiques, d'agir concrètement sur les facteurs de risque génétiques, puisqu'on ne peut pas retirer les gènes. Et donc, l'hypothèse fondatrice de ces approches, c'est que ces facteurs doivent, d'une façon ou d'une autre, être impliqués dans la physiopathologie de la maladie, et leur identification permettra de mieux comprendre la maladie et, à terme, peut-être d'identifier des cibles thérapeutiques. Alors, les méthodes qui ont été utilisées en génétique épidémiologique depuis une trentaine d'années ont assez considérablement évolué, à la fois sous l'effet de considérations théoriques et puis d'une révolution, comme on la nomme, technologique. Et c'est comme ça que depuis une petite dizaine d'années, aujourd'hui, le cadre d'études de référence, c'est ces fameuses études d'association sur tout le génome, donc c'est GWAS, dont il a été question plusieurs fois, et qui repose finalement sur un échantillonnage cas témoin très classique, mais qui ont été, donc, je le disais, très largement utilisés. Et des facteurs de risque ont été identifiés pour un grand nombre de maladies, qui ont donc, comme par définition, l'intérêt d'être des facteurs qui sont stables au cours de la vie, qui sont faciles à mesurer et mesurables de façon reproductible. C'est l'intérêt de ces facteurs de risque génétiques. Et en 2007, la revue Science a publié son numéro de fin d'année, a consacré les variations du génome humain comme étant Breakthrough of the Year. Donc c'était la reconnaissance de l'importance de ces découvertes scientifiques, avec toutefois, pas toutefois d'ailleurs, avec en parallèle l'accent mis sur le fait que une nouvelle industrie spécialisée dans la génomique personnalisée se développe tout de suite avec la publication de ces résultats, comme un moyen, qui se présente comme un moyen pour les clients de mieux se connaître et d'améliorer leur santé. Alors, ici, c'est juste un tout petit extrait d'une lettre adressée à la communauté scientifique en 2008 par l'une de ces sociétés de génomique personnalisée en ligne, et qui précise qu'il s'agit donc bien d'utiliser exactement les technologies des études d'association sur tout le génome, et même tous les résultats qui sont publiés dans la littérature, pour proposer des mesures personnalisées de risque. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces sociétés commerciales ne sont pas les seules à porter ce discours, puisque là, c'est un petit extrait de l'allocution présidentielle de Francis Collins, qui est donc actuellement le directeur du NIH, qui à l'époque est le président de la Société américaine de génétique humaine, et qui donc, dans son adresse présidentielle à la société, pour commenter le résultat de la première GWAS qui vient d'être publiée, considère que les prédictions de risque basées sur les génotypes seront bientôt disponibles pour de nombreuses personnes dans un contexte de recherche d'abord, mais ensuite dans les pratiques cliniques. Alors, je vais donc là essayer d'apporter quelques éléments sur donc, ces difficultés de passage qui ont l'air donc aussi simples, vues du point de vue des sociétés de génomique personnalisée ou de discours un peu grandiloquents de Francis Collins. Quelques éléments sur les difficultés du passage de la recherche à la clinique. Et je vais pour ça prendre deux exemples. Donc le premier, c'est un exemple qui est considéré aujourd'hui comme une maladie un peu modèle d'un point de vue épidémiologie génétique, puisque c'est une maladie complexe, la maladie de Crohn, mais qui est jugée bien décrite d'un point de vue génétique. Donc c'est une maladie inflammatoire chronique qui présente des récurrences familiales, donc bien décrites, avec une différence de taux de concordance entre jumeaux monozygotes et dizygotes, c'est-à-dire des éléments qui poussent à faire une recherche sur la composante génétique, et dont le premier facteur de risque génétique a été découvert en 2001 par l'équipe de Jean-Pierre Hugo. Donc là, on retrouve un peu des éléments qui ont été présentés par l'orateur précédent. Une étude d'association sur tout le génome publiée en 2010 identifie ou confirme un total de 71 marqueurs génétiques répartis sur le génome qui contribuent à la susceptibilité génétique à cette maladie. Et si on regarde la distribution de fréquence de ces facteurs de risque, encore une fois, on voit que la plupart d'entre eux ont une fréquence d'au moins 10% dans la population,
donc des facteurs fréquents, avec, ça a été dit dans d'autres cas, des effets pour le ratio maximum détecté de 2,6 et pour tous les autres, des autres ratios qui varient entre 1,05 et 1,37. Donc des facteurs fréquents avec des effets faibles. Et donc, évidemment, dans ces conditions, il n'est pas très étonnant que la capacité à prévoir la maladie à partir de cette stricte information génétique, aussi nombreux soient les variants qui ont été identifiés, ne soit pas bonne, puisque quand on regarde l'effet cumulé de ces 71 variants, on explique que moins de 25% de la variance génétique de la maladie. Alors, plusieurs éléments contribuent à expliquer cette difficulté d'utiliser cette information pour faire de la prédiction. Les premiers ont à voir avec la méthodologie de ces études d'association sur tout le génome. Alors, d'une part, il est possible que les valeurs des odds ratios estimées ne soient pas, soit en partie sous-estimées ou surestimées par manque de puissance. Par ailleurs, les marqueurs génétiques utilisés, ces fameux SNP, ne sont souvent que des substituts imparfaits aux effets vraiment de l'ADN sur ces maladies. Mais de façon plus générale, ces résultats soulignent les limites des modèles utilisés dans ces études qui consistent à estimer des effets marginaux, à les additionner sans tenir compte d'interactions entre eux ou avec l'environnement. Interactions qui, de toute façon, sont très difficiles à détecter dans ces cadres méthodologiques-là, les puissances étant très faibles pour les détecter. Et donc, avec un modèle sous-tendant ces études, qui est un modèle finalement additif très simple, avec des effets génétiques et des effets d'environnement, et la plupart du temps, effets d'environnement qui ne sont pas pris en compte dans ces modèles de prédiction. Et d'ailleurs, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est ce qui est assez intéressant d'un point de vue strictement de modélisation, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les recommandations qui sont faites suite à des tests génétiques, c'est de dire il faut que les gens jouent sur leurs habitudes de vie, modifient leurs habitudes de vie, c'est-à-dire qu'on incite à jouer sur des facteurs de risque environnementaux, alors même que ces paramètres ne sont pas pris en compte dans les modèles d'estimation des risques. Voilà. Alors, l'autre exemple que je voulais utiliser pour illustrer les difficultés à passer des données de recherche aux pratiques cliniques est une autre de ces figures emblématiques. Alors, heureusement, c'est pas le même exemple que celui qui vient d'être donné, mais finalement, l'histoire est quand même très similaire. Il s'agit donc de la prédiction de risque, de l'utilisation de tests génétiques pour faire de la pharmacogénétique dans le cas particulier de la warfarine. Donc c'est un anticoagulant extrêmement prescrit de par le monde pour prévenir les risques de thrombose et d'événements thromboemboliques. Et le problème de ce traitement, c'est que la définition de la dose thérapeutiquement efficace pour chaque patient est un exercice délicat, puisqu'il y a de grandes variations entre patients de réponse à ces traitements, comme en témoigne le graphique qui est sur cette diapositive et qui montre la distribution de la dose efficace selon les patients. Et le niveau de molécules actives dans le sang sont influencés par de nombreux facteurs, y compris le régime alimentaire. Le suivi du traitement, ça a été mentionné, est un facteur extrêmement important, mais il y a aussi des facteurs démographiques et cliniques qui sont aujourd'hui assez bien décrits. Alors donc au début des années 2000, il y a des variants génétiques, principalement localisés dans 2 gènes, qui ont été associés au métabolisme du médicament et qui expliqueraient à eux seuls près de 50% des variations individuelles de dose efficace. Donc c'est quand même un effet génétique identifié qui, parmi ceux qui sont décrits, est particulièrement important. Et ces résultats ont été confirmés par de nombreuses études d'association sur tout le génome qui ont suivi, qui confirment que c'est vraiment ces 2 gènes qui ont les effets principaux. Alors, il y a eu toute une série d'études observationnelles, de petits essais cliniques, de données qui ont été cumulées, qui suggéraient que c'était cliniquement intéressant d'introduire le recours à ces tests pour déterminer la dose initiale à prescrire aux patients. Et donc, dès 2007, la FDA a décidé d'introduire une référence à ces tests dans la notice du médicament. Et en 2010, elle a même enfoncé le clou, puisqu'elle a rajouté dans cette notice une référence qui précise les indications, qui précise le lien entre le résultat des tests génétiques et les doses initiales à prescrire. Donc ça, c'est la position de la FDA.
Ceci dit, cette position, elle n'a pas fait l'unanimité, puisque en 2008, il y a plusieurs sociétés savantes, et notamment le Collège américain de génétique médicale, qui ont pris des positions considérant que les données cliniques disponibles n'étaient pas suffisamment convaincantes pour adopter le recours à ces tests génétiques dans la pratique clinique. Et il y a également plusieurs assurances santé privées et publiques aux États-Unis qui ont décidé également que les données n'étaient pas suffisamment convaincantes. Et donc, la FDA et en Europe, l'Union européenne ont décidé de financer des essais cliniques randomisés pour essayer de trancher cette question de savoir est-ce que oui ou non c'était utile d'avoir un recours aux tests génétiques. Et les résultats pour 3 de ces études viennent d'être publiées dans un numéro assez récent du New England Journal of Medicine. Alors le critère de suivi de ces essais qui est utilisé par ces 3 études, c'est le pourcentage de temps passé dans le périmètre thérapeutique par les patients au cours de la phase initiale de traitement. Donc, c'est une des façons de mesurer l'efficacité du traitement. Alors le premier traitement est un essai américain, qui est un essai randomisé en double aveugle et qui porte sur plus de 1000 patients. Et 2 groupes sont comparés. Dans le premier, la dose initiale de traitement est décidée sur la base d'un algorithme qui intègre à la fois des données démographiques et cliniques et des données génétiques. Et le second groupe est également, la dose initiale est également déterminée par un algorithme, mais qui ne prend en compte que des données cliniques et démographiques et pas de données génétiques. Et au bout de 4 semaines, les résultats de cet essai sont qu'il n'y a pas de différence entre les 2 groupes. Donc, quelque chose d'assez négatif, d'assez négatif. Le deuxième essai, c'est un essai européen qui porte sur un peu plus de 400 patients. Et c'est à peu près le même principe, sauf que cette fois-ci, ils ont comparé un groupe où la dose était déterminée par un algorithme avec à la fois les informations cliniques et les informations génétiques. Et dans l'autre groupe, il n'y a pas d'algorithme, c'est la pratique standard qui est utilisée. Et là, il y a un effet qui est identifié, une amélioration du critère au bout de 12 semaines, mais cette amélioration, elle est relativement mineure, jugée mineure en tout cas. Voilà. Et puis, donc, le troisième essai, qui n'est pas sur la warfarine, mais sur un anticoagulant assez proche, où il est toujours question d'utilisation d'algorithmes. Et là, après 12 semaines, les résultats sont identiques dans les 2 groupes. Et du coup, l'éditorial qui accompagne la publication de ces 3 études conclut que les tests pharmacogénétiques n'ont pas d'intérêt au regard des efforts et des coûts qu'ils engendrent, et que les améliorations de traitement doivent passer par d'autres voies, plus centrées sur les conditions de la pratique clinique, et en particulier la question de savoir comment faire pour que les patients suivent mieux les indications, suivent mieux leur traitement que ce qu'ils ne le font aujourd'hui. Voilà. Alors, évidemment, là, je n'ai présenté que 2 exemples. Ce ne sont que des cas particuliers. Mais je les ai choisis parce qu'ils sont considérés, ils font partie de ces figures emblématiques qui sont souvent mises en avant dans les démonstrations. Ils ne font pas pour autant, évidemment, une généralité. Mais il me semble qu'il permet de souligner que les résultats intéressants et nombreux qui ont été obtenus dans le contexte d'études génétiques de nombreuses maladies complexes ne doivent pas faire oublier les modèles simples sur lesquels ces études reposent, au-delà des prouesses technologiques et de la fascination peut-être technologique qui les ont rendues possibles, et que ce réductionnisme, donc ces modèles réductionnistes qui ont prouvé leur efficacité dans un contexte de recherche hautement technologique, montrent leurs limites dans un contexte clinique, et en particulier faute d'avoir conduit à l'identification de facteurs présentant des effets majeurs sur ces maladies. De venir, comme ça on pourra avoir des questions communes. Non, je pense qu'on peut débattre de ce problème des risques. Ce que tu as mentionné, c'est des exemples. C'est des exemples, mais il faut bien aussi, comme tu l'as dit, c'est parce qu'on n'a pas jusqu'à présent identifié les variants causaux, ni identifié les interactions avec l'environnement, et nous on a d'autres exemples. On montre que les odds ratios sont beaucoup plus importants quand on prend en compte l'environnement. Donc c'est parce qu'on veut aller trop vite. Mais quand on connaîtra mieux les modèles, quand ils seront mieux estimés, ça pourra peut-être être... Oui, mais après, c'est ce que a dit M. Ravo, c'est que, visiblement,
Les autres ratios qu'il faudrait atteindre pour avoir des classifications qui soient bien fortes, si je me rappelle votre diapositive, c'est 350, celui qui marchait à peu près, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, non, mais je dis pas. Non, mais encore une fois, j'ai pas dit que. Je pense qu'il faut mesurer le fait que d'avoir des découvertes et des résultats qui sont intéressants dans la démarche de recherche, la compréhension, etc. C'est autre chose. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé en repartant du fondement même de pourquoi on recherche des facteurs génétiques avec les méthodes de l'épidémiologie génétique. Il a trouvé des nouveaux médicaments, ce qui est important pour la cause des maladies. Donc vous avez des questions? Oui, Florence, I will do my comments in English because it's also for Teresa. First, one comment and then one question. My comment is that I think that in your different presentation, you have raised two different types of debates. One debate, and that's typically the points that the last speakers raised, is the extent to which at this point we can really improve care, and especially clinical care, with these advances. And I don't think there is a major, I like polemics, but I don't think that basically what you said is very different from the limitation that Ivo himself acknowledged with these techniques. And we see that we are still in a very, very simple model in terms of combining information and so on. And Philippe, maybe you could elaborate a little bit more about that. So this is one point of debate. And another point of debate, but this is quite trivial, is that we know that improving care doesn't mean that you improve the overall health of the population, because the issues are elsewhere. France is a typical example of that. We're supposed to have, if you believe WHO, which I don't, but we are supposed to have the best healthcare system in the world. And at the same time, with the exception of Finland, we have the country in Western Europe where inequalities in health, according to social class or education, are the strongest. So clearly, there's no clear relationship between the state of health of the population, the inequalities in health, and the care. So it's two different things. The problem is that this very trivial and simple message that you clearly acknowledge is not very well known by the decision makers. And that sometimes, even in the Horizon 2020, which I like very much because it opens a lot of interdisciplinary research approach, but we have sometimes the impression when you read the European Union documents that there is this implicit assumption that improving care with innovative advances will solve the public health problems. No. We have to do the two things, and they are complementary. That's the first point. But then my question, especially to you, Teresa, but also to the others, is that why don't us social scientists or epidemiologists not try to do the same thing than our genetic colleagues? Because basically when you say, Teresa, or the others, that there's no change in behavior related to these things, or no change in behavior of healthcare professionals, you're talking about average effects in this population. But there's probably heterogeneity in terms of human behavior reactions or health professionals' reactions to this additional information. So, yes, let's criticize Ivo and his colleagues, but let's criticize ourselves first. What do you know about heterogeneity? Because on average, there may be no effect, but there may be subgroups of the population that we may be able to identify tomorrow in which there will be significant effects. So. You have indeed also the genetics of behavior, which is something else. Can I just make a small point in response to Jean-Paul's impassioned plea, which could go under the heading of irrational exuberance. It's a great term. That, sure, some people will change their behavior. They will change their behavior because they've understood something, maybe misunderstood something. But the point is that one of the reasons for running big experiments, and in the last presentation, really important evidence comes from experiments that, on average, you're not making a difference. So
if we think, for example, about tobacco, although not conducted as experiments, we know about price elasticity, and you know about this extremely well, that for increasing the price by a particular amount, you will reduce the number of people in a population who will purchase and consume tobacco. So it's very important to know what is going to have an impact on a large group of people. So I'm not criticizing what genetics can deliver. I'm just saying don't think it's going to deliver in terms of changing population health. And this is a message not particularly for geneticists, apart from those who might be framing their grant applications in terms of this will solve the population problem. It won't. But more a plea for us as behavioural and social scientists, and importantly for the science funders. And I absolutely agree with you that given the EU budget is now so large, this becomes the very important group whose behaviour needs to be changed. So, there's some other questions? Yeah, so I just wanted to make a comment. And first, I think I need to preface this by saying I'm a genetic epidemiologist that has probably drank the Kool-Aid of GWAS. But I think for some of the things that we've been talking about this morning, the genetics may have an effect where there is little to no environmental impact, or the behavioral changes can't really change anything. I'm thinking lung cancer among non-smoking women, prostate cancer, breast cancer, where the only thing that we really have to go on is genetics. And so that might be someplace where we should put a little bit more effort into establishing whether the genetics and what we know about genetics can change the way that clinicians behave, maybe, and identify patients better that can be screened for the diseases so we can catch them earlier. And you're free to comment. But also there is all the research about gene-environment interaction, which is beginning, and I think also studying the two together is important, and also finding gene-environment interaction, can give you ideas about how the gene function if you know the environmental factor. I mean, there is also this important aspect. Can I just comment in relation to that comment? I'm sure it's an important part or a well-rehearsed cycle that any new area overclaims, then it scales back. And as you're suggesting, it will scale back by saying, okay, we may not be able to contribute where there's a large environmental impact, but actually where there isn't, this is where we can contribute. So it's modest, but probably more realistic. And I'm sure that's the phase we're in, of people clawing back these grand claims. Do you have other questions or comments? No? So maybe we can stop for the morning, and we thank all the speakers for their very wonderful presentation. And I think we come back at 2. At what time? 1:30? 1:30? We come back at 1:30. So 1:45, 13h45, ça sera bien. Parce qu'on a été en retard de 15 minutes.